Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Yannick Landré, groupe leader. Donc, je vais introduire la présentation que va vous faire Nicolas, qui va rentrer en détail sur la technique du système diphasique. Alors, il y a le papa de la diphasique qui est dans la salle, mais il est très discret. Je vais demander à ce qu'il se lève, Thomas Isler. Donc si vous avez plein de questions, plein d'interrogations à laquelle on ne sera pas en mesure de vous répondre, le sachant, le vrai c'est lui. Voilà. Donc il n'a pas voulu monter sur l'estrade. On a essayé de le traîner mais on n'a pas réussi. Bon. Il sera sur notre stand. Donc à l'issue de cette présentation, vous aurez la possibilité de venir nous rencontrer et puis on pourra échanger beaucoup plus longuement si vous avez des questions. Et quelle que soit la nature, on s'efforcera d'y répondre. Donc je ne vais pas être plus long. Merci d'être présent ce matin. Je crois que c'était un peu compliqué pour trouver la salle, comme nous. On a réussi à trouver, et c'est pour ça qu'on débute légèrement en retard. Donc la présentation est prévue pour durer une quarantaine de minutes, et ensuite, si on déborde un petit peu, on essaiera de pas trop dépasser sur la conférence suivante pour pouvoir répondre à vos questions. Et encore une fois, vous êtes les bienvenus sur notre stand. On aura les victuailles pour vous accueillir et pour passer un bon moment ensemble. Donc je cède la parole à Nicolas. Nicolas nous a rejoint il y a un peu plus d'un mois comme expert formateur incendie au sein du groupe leader, en particulier l'entité ZELUP qui appartient au groupe leader. Je pense que vous nous connaissez, nous sommes un groupe français, 100% français, même si le nom quelquefois peut laisser sous-entendre qu'on a une origine de l'autre côté de l'Atlantique, mais on est bien français, normand, et avec une petite attache à Lyon, parce que ZELUP est à Lyon, et vous allez voir que chez les Normands, on sait faire autre chose que du fromage et produire des vaches laitières. Donc Nicolas a une expérience de 21 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, instructeur caisson, mais il a la particularité d'avoir suivi ces 5 dernières années le développement du projet ZELUP. Il a connu toutes les phases, tous les développements, il a participé à tous les essais, donc une connaissance pleine et entière sur le sujet. Donc j'ai déjà trop parlé, donc je vais lui céder la parole. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en fin de session, on aura le temps de pouvoir échanger si vous avez des points particuliers que vous souhaitez voir éclairés ou approfondis. Bonjour à toutes et à tous. Yannick m'a présenté. Donc, je vous propose de commencer tout de suite la présentation de notre système diphasique ZELUP. Donc, tout le monde entend bien? Ok, très bien. Notre système diphasique ZELUP, on préfère nous parler de système, même si sur les réseaux sociaux on entend surtout parler de la lance diphasique, mais il faut bien comprendre que c'est un système vraiment complet. On reviendra dessus juste après. Donc c'est un système qui a été co-créé avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et la société ZELUP. Mais très vite, on a dû s'entourer de partenaires comme la DGA, l'AID, la région Rhône-Alpes pour tout ce qui était accompagnement du développement. Et ensuite, très vite, on s'est tourné aussi vers nos homologues, donc le SDIS 35, le SDMIS 69, le BMPM et le SDIS 77 pour pouvoir participer avec nous au développement lors des phases de test, lors des phases de réflexion, savoir aussi si on allait dans la bonne direction. Tout ça validé par le laboratoire central de la préfecture de police, de manière à pouvoir appuyer les dires que l'on va vous présenter lors de cette présentation. Donc on parle de système diphasique complet, tout simplement puisqu'il faut bien comprendre que la lance ne peut fonctionner sans un établissement particulier et ne peut pas fonctionner aussi sans un engin particulier. Au niveau de l'engin, vos engins que vous avez dans vos casernes classiques, on a la partie haut de notre système diphasique, mais je pense que vous avez tous entendu que nous utilisons aussi de l'air pour faire fonctionner notre lance. Donc il a fallu venir adapter nos véhicules classiques pour pouvoir envoyer de l'air au niveau de nos établissements. Pour ça, ce que l'on fait, c'est qu'on vient rajouter un compresseur d'air au niveau du châssis. Alors pourquoi au niveau du châssis? Tout simplement parce que nous allons prendre le deuxième arbre de transmission qui se trouve sur les engins, mais aussi pour un souci de gain de place, puisque nous ne voulions surtout pas prendre de la place pour le matériel dans les coffres ou de la place dans l'habitacle pour les personnels. Cette place qui devient quand même de plus en plus rare sur nos véhicules. Donc ici on peut voir
notre premier arbre de transmission qui alimente ma pompe, le deuxième arbre de transmission sur lequel on va venir greffer notre compresseur d'air et tout son système de refroidissement et de fonctionnement. En gros, ce qu'il faut prendre, c'est entre 200 à 250 kg maximum en plus pour un rétrofit sur un véhicule. À l'arrière, au niveau de ma pompe, ça ressemble à une pompe classique, sauf qu'on vient y rajouter, juste ici, des raccords de refoulement type diphasique et entièrement dédiés au diphasique. Les raccords pour vos établissements traditionnels restent en place, vous pouvez toujours les utiliser, on vient juste faire cette adaptation ici. La LDT que vous avez ici aussi, même si de l'extérieur elle ne change pas, c'est une LDT diphasique aussi. Donc nous savons faire de l'établissement semi-rigide et de l'établissement souple en diphasique. Pour les conducteurs, on a voulu encore une fois simplifier aussi les manœuvres. Le conducteur n'a que l'envoi de l'eau à gérer, l'envoi de l'air étant contrôlé par une électrovanne qui d'elle-même décidera du moment opportun pour envoyer l'air. Donc pour les conducteurs, ça ne nécessite pas forcément de formation particulière. Les établissements souples et semi-rigides dont on parlait juste avant, de l'extérieur, ça ressemble à des établissements classiques. Mais au final, à l'intérieur, c'est un petit peu différent, puisque ici, même si vous n'avez qu'un seul tuyau, vous avez un tuyau dans un tuyau. C'est-à-dire que pour faire parvenir l'eau et l'air de mon engin jusqu'à ma lance, nous avons un tuyau d'eau en partie centrale qui se trouve dans un tuyau d'air, de manière à pouvoir amener ces deux fluides au niveau de la lance. Ce qui fait que pour les opérateurs, quand vous êtes sur intervention, vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'action particulière. Les pompiers établissent leurs moyens comme ils ont l'habitude de le faire. Ce sont des raccords sur lesquels nous avons travaillé pour avoir des raccords DSP, des rapports DSP serrables à la main, comme ce que l'on a aujourd'hui sur intervention. Le fait d'avoir ici, par exemple, sur un tuyau souple, un diamètre de 45 mm, avec à l'intérieur un tuyau pour l'eau de 22 mm, vous comprenez tout de suite qu'en termes de poids d'établissement, on a un gros gain pour les équipes engagées. Et au final, la lance. Alors la lance, j'aime bien mettre ce terme entre guillemets pour notre système diphasique parce que ce n'est pas vraiment une lance. On n'a pas trouvé de terme pour pouvoir la désigner, mais pourquoi on dit que c'est une lance? Tout simplement puisqu'elle va fonctionner totalement différemment des lances que l'on a actuellement dans nos engins. Cette lance, elle est composée d'une poignée de préhension, d'un sélecteur de distribution, dont on verra les deux modes tout à l'heure. Donc ce sélecteur de distribution, vous pouvez l'assimiler à votre poignée d'ouverture-fermeture de vos lances actuelles. Et enfin, nous avons ce que nous appelons une buse déformable au niveau de la tête de la lance, sur lequel on va pouvoir venir jouer avec notre sélecteur de distribution. Ce sont les trois éléments qui composent notre lance et ce sont les seuls. Pas de bague de sélection de débit, puisque nous sommes sur un débit unique de 110 litres minute en eau. Pas de tête de diffusion pour sélectionner son type de jet. Donc une simplification de l'outil où, sur certaines lances que l'on peut avoir actuellement, on a besoin de 3 à 4 mains si on voulait changer l'intégralité des paramètres en simultané. Les modes de distribution, comme je vous l'ai dit, nous en avons deux. Le premier, quand on vient tirer notre poignée vers nous, qui reste le mouvement habituel qu'effectue un pompier pour ouvrir sa lance sur incendie, nous avons ce que nous appelons le mode brumisation. Le mode brumisation, c'est sans doute le mode que vous avez le plus vu sur les réseaux sociaux, c'est le fameux mode brumisation diphasique. Ce mode-là, nous allons surtout l'utiliser pour traiter tout ce qui est gazeux, tout ce qui est la phase de traitement préventif des fumées, tout ce qui est la phase d'action offensive au niveau de phénomènes type rollover qui passe par les fumées. Nous avons aussi tout ce qui va être protection du binôme qui va passer par cette brumisation, puisque la particularité de notre système, c'est que nous n'avons plus besoin de choisir entre un jet diffusé de protection ou un jet diffusé d'attaque, étant donné que le porteur est protégé en même temps qu'il a une action sur son environnement. Donc j'attaque tout en me protégeant. Plus besoin de faire de choix là-dessus. Deux positions particulières sur ce mode brumisation. Ce que l'on appelle la buse ronde, qui est la forme générique de notre buse, ici, et une brumisation que nous appelons buse plate.
Ce changement de forme de buse a un intérêt par rapport à la protection offerte aux porteurs. Nous aurons les données un peu plus loin dans la présentation. Et ce changement de buse, nous l'obtenons simplement en venant changer la position de mon sélecteur de distribution. Pas besoin d'avoir une autre action volontaire de la part du pompier, simplement avoir une action sur cette poignée. Donc le premier mode qui est ici sera le mode buse ronde, qui est le mode de brumisation classique, je dirais. Alors qu'ici, si je viens tirer jusqu'en fin de course ma poignée, nous serons sur une brumisation de buse plate qui offre une meilleure protection. C'est pourquoi nous l'avons mis à la fin, ce mode, de manière à ce que lors d'une action réflexe de la part du porteur, il n'ait pas à se poser la question, est-ce que je suis sur la bonne position pour bien me protéger? Il tire sa poignée à fond, il se protège au maximum que ce que lui offre notre outil, tout en continuant à avoir une action sur ce qui se passe en face de lui. Les formes des jets sont un petit peu différentes. Vous avez ici, pour la buse ronde, une brumisation qui est assez cylindrique, assez concentrée, qui va avoir une belle portée. Là, nous sommes sur des portées extérieures entre 12 à 20 mètres pour cette buse, et je parle bien en extérieur, puisque sur les tests que nous avons pu réaliser sur certaines structures de plus de 30 mètres entre le point d'entrée et le foyer, nous avons eu des résultats où nous arrivions à impacter le foyer à plus de 30 mètres avec plusieurs virages à 90 degrés. Et ici la buse plate qui, elle, perd un petit peu en portée de manière à pouvoir offrir un plus large spectre d'application, ce qui joue sur la protection dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà pour le mode brumisation. La brumisation, c'est quelque chose que l'on connaît, on sait que ça marche. Vous connaissez, je pense, un petit peu tout ce qui est lance haute pression, lance très haute pression. Donc la brumisation, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne sur la phase gazeuse. Maintenant, il nous reste aussi un point qui reste important, c'est la phase d'extinction. Et vous comprenez bien qu'en phase de brumisation, pour obtenir une extinction complète, c'est compliqué. Donc nous avons un deuxième mode que nous appelons le mode jet, et qui celui-ci est une action nouvelle pour le pompier, puisqu'il va devoir pousser sur son sélecteur de distribution afin d'obtenir un jet où il aura 100% de sa capacité en eau de la lance, donc 110 litres minutes, mais par contre 0% de la capacité en air. Donc nous pouvons venir couper l'arrivée d'air de manière à jouer sur la qualité de distribution de l'eau, puisque sur la face solide du foyer, ce qui nous intéresse, c'est un effet de mouillage important. Donc ici, vous avez la première phase du jet, qui a une portée de 4 à 5 mètres, qui va surtout nous servir sur les extinctions finales, je dirais. Mais vu que cette distance ne nous convenait pas, plus vous allez pousser sur votre sélecteur de distribution vers l'avant, plus vous allez venir injecter une petite quantité d'air, de manière à pouvoir gagner en portée et atteindre des portées ici, où en butée, nous sommes à 100% de la capacité en eau de la lance, mais 30% de sa capacité en air, et nous arrivons à avoir, encore une fois, en extérieur, des portées de 15 à 20 mètres. Tout en ayant une fragmentation de la goutte moindre que notre mode de brumisation, donc avec une goutte beaucoup plus lourde, qui a une réelle action sur la face solide de notre foyer. Donc maintenant, ça veut dire que pour nos pompiers, ça nécessite une action volontaire en fonction de la situation. Est-ce que j'ai envie de traiter du gazeux? Je me mets en mode brumisation. Est-ce que je veux traiter une phase solide? Je peux switcher entre les différents modes et arriver sur mon mode jet. Voire même switcher entre ces deux jets. Je fais de la brumisation, j'applique de l'eau sur mon combustible, je reviens traiter une phase gazeuse, je reviens traiter ma phase solide. Tout ça sans blocage au niveau de la lance, sans coup de bélier aussi pour le porteur. Voilà pour la présentation de notre système. La deuxième partie que l'on a appelée la partie comparatif, nous allons revenir un petit peu sur les essais qui ont été menés pendant ces 5 dernières années. Donc vous aurez dedans des essais normés, de manière à pouvoir avoir des valeurs exploitables par le LCPP. Vous aurez aussi des vidéos et des retours sur des essais un peu plus réalistes, avec des feux engagement en superstructure, des feux d'engagement en cave et aussi des feux de pavillon. Pour définir les critères d'efficacité de notre moyen,
nous nous sommes appuyés sur les travaux qu'avaient menés la brigade et d'autres SDIS sur ce qui a été appelé l'approche performantielle des moyens d'extinction mobile, qui ont été menés de 2016 à 2018. Ces tests avaient pour but de venir étudier une nouvelle possibilité que celle que nous connaissons aujourd'hui des 500 litres minutes. Alors, on ne s'oppose pas aux 500 litres minutes, mais on vient proposer une alternative, une autre voie, qui est celle de travailler sur la qualité de distribution de l'eau. Nous avons repris avec le diphasique les mêmes critères d'efficacité, puisque nous avions un comparatif donc avec des lances traditionnelles, que lors de ces essais. Ce qui nous intéressait surtout, la première chose, c'est la protection du porteur. Ensuite, est-ce que notre moyen était capable de sécuriser un plafond de fumée qui pose de plus en plus de problèmes lors des progressions sur intervention? Ce moyen, vous devez aussi pouvoir contrôler un feu dans sa phase post-flashover. Et enfin, une capacité à atteindre le foyer et la phase solide. J'aimerais juste faire un petit rappel par rapport à ce qui est écrit dans le GDO dernièrement et pourquoi nous avons décidé d'explorer cette alternative sur la qualité de distribution de l'eau. Tout simplement puisque les premiers écrits que l'on a sur la brumisation remontent aux années 1930. Donc c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est soutenu par certaines personnes. On avait quelques problématiques. À l'époque, en 1930, la brigade a fait des essais et s'est cassé les dents en termes de technologie. Donc ce n'était pas réalisable à ce moment-là. La technologie actuelle nous permet de s'affranchir des limites que nous pose le GDO. Le GDO revient sur le fait qu'une quantité importante de gouttelettes joue un rôle primordial sur le refroidissement. Que la taille de ces gouttelettes aussi a un rôle encore plus prépondérant. Que ces capacités de refroidissement offraient aussi, en termes d'atténuation du rayonnement, des capacités augmentées par rapport à un fort débit. Deux problématiques à ça. Plus les gouttes sont fines, et plus c'est compliqué de les pousser loin, donc d'avoir une portée. Et la deuxième, si je fais vaporiser de plus en plus d'eau, je crée de plus en plus de vapeur, et j'augmente donc les risques de brûlure pour les intervenants. Notre système que vous avez ici, donc vous reconnaissez la partie engin qui se trouve juste là, la partie établissement. Donc la partie établissement, je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais nous sommes sur des pressions d'utilisation de moyens classiques. Donc nous sommes sur du 6 à 7 bars à la lance pour pouvoir l'utiliser. Pas besoin d'envoyer plus, ce qui est un vrai confort aussi pour les personnels, ce qui explique l'absence de coup de bélier aussi lors de switch entre les deux modes dont on parlait tout à l'heure. Notre système diphasique, ça a été calculé par le laboratoire central. On nous dit que pour 1 litre d'eau, on est à un peu plus de 1,5 milliard de gouttelettes d'eau. Donc là, on commence à cocher la première case du GDO. Le nombre de gouttelettes est quelque chose d'important sur le refroidissement. On nous dit aussi, mais quand je dis on, c'est le labo, que 90% de notre brumisation est composée de gouttelettes de taille de 350 microns. Donc la deuxième case cochée, pour nous, au niveau du GDO, la finesse des gouttes est présente aussi. Ce qui fait que cette finesse de gouttes nous emmène dans des gouttes de classe 2. Maintenant, il nous restait un problème, c'était la portée. Et là, c'est justement ce qui fait la différence avec le système ZELOB. La portée, on a réussi à résoudre ce problème avec la vitesse d'éjection. Alors, je suis désolé par rapport au reflet qu'on peut avoir sur l'écran, mais cette vidéo, pour ceux qui ne la connaissent pas, ici en partie basse, vous avez une vidéo de la brumisation diphasique qui a été ralentie à la caméra. Ici au-dessus, vous avez un jet d'une lance classique qui est filmé aussi et ralenti à la même vitesse que les deux vidéos d'en dessous. Donc ici, on a l'impression que ce sont des photos, mais ce ne sont pas des photos, ce sont des vidéos ralenties, à la même vitesse que les vidéos ralenties ici. La différence que vous voyez, c'est que même fortement ralenti, nous voyons toujours la brumisation du diphasique bouger. Et ça, c'est cette vitesse-là qui fait toute la différence et qui nous a permis d'envoyer nos gouttelettes à des distances supérieures à 20 mètres en infrastructure. Sur les essais,
que nous avons mené, donc comme je vous l'ai dit, on s'est appuyé sur les mêmes essais que les critères d'efficacité que l'approche performantielle. La protection du porteur. Ce petit schéma n'est pas un schéma qui reprend les résultats du diphasique, c'est un schéma qui reprend des essais qui ont été menés sur des systèmes d'extinction fixes type sprinkler, juste pour vous faire comprendre à quel point de jouer sur la qualité de distribution peut avoir du sens. Ici, vous avez un sprinkler en rouge, un sprinkler basse pression. Et ce que nous dit ce schéma, c'est qu'à 45 litres minute, ce moyen d'extinction fixe a une atténuation du rayonnement de 20%. On lui oppose ici un sprinkler haute pression avec un débit plus important, 91 litres minute, pardon. Et ici, on a un taux d'atténuation de 70%. Donc, la réflexion que nous avons dans le monde pompier depuis des années d'augmenter le débit pour augmenter la protection, ça a du sens. C'est quelque chose qui a fait ses preuves, ça a été calculé. Et on voit ici, encore une fois, que d'augmenter le débit augmente la protection. Maintenant, une autre réponse, et c'est la réponse que nous avons décidé de suivre, c'est la qualité d'application. Et ici, sur ce moyen fixe d'extinction, nous avons un brouillard, donc de l'eau fragmentée avec de l'azote, donc un gaz. Et nous avons un taux d'atténuation de 90% alors que nous n'avons que 21 litres minute. Donc ici, on voit bien que de jouer sur la qualité d'application d'eau peut avoir du sens et peut être une réponse différente que celle d'augmenter le débit. Les tests qui ont été faits par le laboratoire central de police ont été assez compliqués, puisqu'ils ont dû revoir leur mode de mesure, puisque c'était un nouvel outil. Sur l'approche performantielle, l'outil qui permettait de calculer la protection et l'atténuation de flux, vous aviez un panneau radiant de 50 cm sur 50 cm qui était posé à environ 8 mètres de la lance en jet diffusé de protection, et les calculs étaient faits de cette manière-là. Le souci, c'est que, qui n'en est pas un, avec le diphasique, nous avons toujours une portée. Donc calculer la protection de notre brumisation avec une portée, le laboratoire a dû s'adapter, et comme vous pouvez le voir ici, le panneau radiant était disposé à une distance de plus de 20 mètres. Mais pour pouvoir avoir des données fiables, ils ont dû créer un petit patchwork et déplacer ce panneau radiant de manière à pouvoir faire une map d'atténuation de flux. Donc tous les petits carrés que vous voyez ici, par exemple, ce sont des panneaux radiants différents qui ont été replacés au fur et à mesure pour pouvoir reconstituer ce puzzle. Au niveau du taux de protection de notre brumisation, donc là on peut voir une nette différence entre notre buse ronde et notre buse plate. La buse ronde, vous l'avez ici à droite, on peut voir quelque chose de très concentré, comme je vous le disais tout à l'heure. On est sur un jet cylindrique, on dira en sortie, très concentré, donc on a une belle atténuation, mais très localisée par rapport à notre brumisation en buse plate, qui elle offre un spectre de protection beaucoup plus large et beaucoup plus homogène. Les résultats comparatifs avec les moyens d'extinction classiques, ils sont ici. En vert, vous avez l'atténuation de flux, donc la protection que nous offre un jet diffusé de protection sur environ 6 mètres carrés autour de la lance. En orange, vous avez notre buse ronde, et en bleu, vous avez la buse plate. Ce qu'il faut comprendre de ce schéma-là, c'est qu'au final, notre jet diffusé de protection sur le moyen actuel offre sur la totalité de la largeur, sur la totalité de la surface autour de la lance, un taux d'atténuation de 70%, donc un taux d'atténuation totalement homogène. Avec la brumisation diphasique sur la buse ronde, sur la même surface autour de notre lance, nous savons que sur une surface d'environ 1 mètre carré, nous offrons une protection entre 90 à 70% d'atténuation de flux, donc une protection supérieure qu'un jet diffusé de protection. Et ensuite, de par la forme du jet, au-delà de ce mètre carré, la protection diminue et descend en dessous des 70 mètres carrés. C'est ce que vous avez ici, des 70%. Pour notre buse plate, c'est un petit peu différent. Sur la même surface, là on a une protection qui est supérieure à 90%. Et qui va jusqu'à 70% d'atténuation sur une surface de 2,7 mètres carrés autour de notre lance. 2,7 mètres carrés, c'est à peu près l'équivalent d'un couloir. Ce qui veut dire que demain, en structure, lors de l'engagement dans des couloirs, dans des appartements,
Sur la phase de progression, votre porteur sera mieux protégé qu'avec un jet diffusé de protection, alors qu'il est en phase d'attaque de son environnement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, la protection du porteur est augmentée et on rajoute à ça encore en plus une action sur notre environnement. Donc on fait encore baisser encore plus ce qui pourrait nous agresser en face de nous. Voilà pour la protection, les résultats que nous avons sur la protection du porteur. La deuxième chose qui nous intéressait, c'était la sécurisation d'un plafond de fumée. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ces protocoles d'essai. Donc ici, nous avons un couloir dont l'accès se fait par ici, un couloir de 18 mètres, plus un couloir de 8 mètres, avant d'arriver ici à notre foyer qui était mis en place pour les essais. Tout ce que vous avez là, ces petits points, ces petits triangles. Donc les petits points, ce sont des peignes horizontaux placés au niveau du plafond par le laboratoire central, et tout ce que vous avez en petits triangles, ce sont des arbres de thermocouple, donc qui vont du plafond jusqu'au sol pour pouvoir mesurer les différences de température à la verticale. Nous sommes ici sur une phase d'essai normé. Essai normé veut dire que ce que nous avons demandé, c'est à nos pompiers, tous les pompiers qui s'engageaient, c'est tous de faire la même action au même endroit pendant la même durée. Donc nous ne sommes pas sur quelque chose qui représente une action opérationnelle. Là, le but de ces essais, c'était d'avoir un nombre assez conséquent de binômes qui s'engageaient pour pouvoir obtenir de la donnée et sortir une moyenne que vous allez voir juste ici. Les actions de lance qui ont été définies en points 1, 2 et 3, donc 1 étant l'accès, nous ne sommes partis pas sur un comparatif de temps d'ouverture de lance, mais plus sur un comparatif de quantité d'eau. Donc, par exemple, sur une action de sécurisation avant de pénétrer dans le volume, sur le diphasique, nous sommes sur 10 secondes d'ouverture de lance, qui correspond à peu près à l'ouverture de 3 secondes d'une lance classique. Les conditions d'engagement, ce sont celles-ci, donc ça s'apparente à un feu de cave, quelque chose d'assez exigu, avec des conditions d'engagement thermique assez contraignantes. Donc ce que nous voulions voir, c'était la capacité de l'outil à pouvoir refroidir notre plafond de fumée, mais quelque chose qui nous intéressait aussi, très bien on refroidit, mais est-ce que ça perdure dans le temps? Donc sur les différents essais, nous avons repris exactement la même approche que pour l'approche performantielle. Donc les relevés qui ont été faits par le laboratoire central de la préfecture de police. Ici, vous avez la température de l'environnement à un temps donné, avant l'action de lance. Ici, on venait relever la température la plus basse et à quel moment ça se passait. Et enfin, on reprenait une troisième donnée, ici, qui était la température maximale de remontée et à quel moment nous l'obtenions. Ici et ici, nous avons le refroidissement, et ensuite, le delta que vous avez entre ces deux-là, entre ici et ici, c'était la persistance de l'effet. Les schémas que vous allez voir ici, ce sont des moyennes. Ce sont des moyennes. Ça veut dire que pour le diphasique, nous avons eu plus de 70 personnels, 70 passages différents qui ont été compilés pour vous donner le résultat de refroidissement que vous allez voir ici. Pour les lances actuelles, nous en avons un petit peu moins. Nous en avons une cinquantaine et encore, tout simplement dû aux conditions d'engagement. Ça veut dire que même sans être dans un contexte opérationnel, le diphasique offrait des conditions d'engagement beaucoup plus agréables de ce qui nous ressortait des opérateurs que les lances actuelles. Au bout d'un moment, au bout de 5-6 passages d'affilée avec une lance actuelle, les personnels n'arrivaient plus à s'engager. Les conditions étaient beaucoup trop contraignantes, beaucoup trop d'humidité présente, beaucoup trop de rayonnement de la part des parois, alors qu'avec le système diphasique, on allait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combustible sur les engagements, donc ça pouvait dépasser les 12-13 engagements consécutifs. Première action de mon binôme, à l'entrée, et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez un point bleu qui est gros et qui est foncé, mieux vous avez refroidi votre zone. Ce qu'on peut voir pour la lance actuelle, c'est qu'on a un très bon refroidissement, mais à un endroit très localisé. Avec le diphasique, on a une action de refroidissement, peut-être un peu moins marquée à cet endroit-là que pour la lance traditionnelle, mais ici, on peut voir qu'en termes de portée et qu'en termes de surface que nous avons refroidi, on est sur quelque chose de beaucoup plus important qu'une lance traditionnelle. Nous restent les deux derniers critères
contrôle d'un feu post-flashover et capacité à atteindre le foyer et sa face solide. Ces essais que vous allez voir, ce sont des essais qui ont été menés à Rennes, donc dans des bâtiments voués à la destruction. Et lors des essais réels, les essais normés, on était obligé de travailler qu'avec du bois, de manière à partir à chaque fois sur la même charge et avoir les mêmes conditions, de manière à ne pas avoir trop de variables sur les différents essais. Là, on est sur quelque chose qui s'apparente plus à de l'opérationnel. Donc cette fois-ci, nous avons mis du bois, nous avons mis du mobilier, type sofa, type canapé, nous avons rajouté du tissu, des meubles en aggloméré, bref, ce que l'on peut potentiellement retrouver demain sur intervention. La vidéo que vous allez voir est une vidéo thermique, c'est une des seules qu'on a pu récupérer. L'angle de vue est ici. Donc ce que vous allez voir sur votre droite de la vidéo, c'est le foyer principal. On verra un petit bout le canapé, et ensuite vous avez une fenêtre juste en face de vous. Donc ici, vous avez le foyer, ici la fenêtre. On a des températures 730, 750 degrés au maximum, et les températures les plus basses à 240 degrés. Là, ce qu'on vient de voir, c'est une première action du binôme qui refroidit le couloir qui est en face de lui. Il progresse, il a une visu sur le foyer, il applique directement de l'eau avec le mode jet, et ensuite il va venir travailler sur la face gazeuse de son foyer, mais aussi il va venir décharger les parois avec la brumisation. Une fois qu'il a générer suffisamment de vapeur, il va évacuer cette vapeur, ce que vous voyez là, le jet là qui partait ici, il va évacuer cette vapeur en hydroventilation, que nous on appelle hydroéjection, qui devient une phase intégrante de l'attaque. Donc ce qui évite les brûlures et les risques de brûlure pour le porteur. Ici vous voyez le porteur qui arrive à se déplacer lance ouverte, puisque par rapport au schéma, il y avait un deuxième foyer. Et ce deuxième foyer générait un rollover par le couloir. Donc il peut se déplacer de par le peu d'eau et la souplesse d'établissement et le poids de l'établissement. Là on l'a vu, il a switché entre ces modes, il a appliqué de l'eau sur le combustible, il est venu décharger ses parois en brumisation, et toute cette énergie qu'il est venu capter, il vient l'évacuer à l'extérieur avec son hydroéjection. Et là ça fait moins d'une minute à peu près que la vidéo a commencé, et on a déjà divisé les températures les plus hautes par 2, et vous avez les températures les plus basses qui sont à même pas à 60 degrés. Chose qu'on ne voit pas ici au niveau de l'imagerie thermique, et pourquoi on voit le porteur se mettre debout, c'est que très rapidement on a un regain de visibilité avec le diphasique lors des feux d'appartement, ou les feux de structure, dès qu'on a présence de sortants. Le fait d'évacuer à l'extérieur toutes ces fumées, tous ces gaz chauds, on a un regain de visibilité qui joue encore une fois sur la sécurité du porteur. Et vous avez pu le voir à la toute fin de la vidéo, les personnels étaient en train d'attaquer la deuxième partie du foyer, et il y a un personnel qui était là pour la phase d'essai qui arrive debout. Alors il n'est pas debout pour faire un petit peu d'aguerrissement, c'est juste qu'il est debout parce que les conditions thermiques de la pièce le permettent. Donc en même pas 3 minutes, on a des conditions thermiques où on peut se permettre d'être debout, des conditions visuelles où on peut se permettre d'être debout. Donc en termes de confort et de sécurité, on est déjà supérieur à ce que vous pouvez connaître, vous, lors des engagements que vous avez pu vivre sur feu d'appartement. La deuxième vidéo, c'est encore une phase de test en pavillon à Chappeneau. Et ici, vous allez avoir des pompiers volontaires qui vont s'engager, qui ne connaissent pas forcément l'outil parfaitement, puisqu'on leur a juste fait une petite formation, une petite présentation de notre système pendant une petite heure et demie. Ils sont accompagnés par un sachant qui participe aux essais diphasiques depuis quelques années. Et je vous laisse regarder la vidéo. Donc pareil, un feu alimenté en palette et en matelas. Donc une sécurisation de son environnement devant lui. Il pénètre, il a un visu sur l'entrant de sa pièce, et là il applique sa brumisation, et là on peut voir l'effet immédiat directement sur l'ensemble du système. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est hydroéjecter toutes ces fumées et toute cette vapeur qu'il a pu générer. Et on va répéter les cycles autant que nécessaire. Appliquer un mode jet sur la face solide, brumiser s'il y a besoin, éjecter dès que j'ai quelque chose,
qui devient trop volumineux pour éviter de me brûler avec. On a parlé de la décharge de structure juste avant, c'est quelque chose que l'on a découvert avec le diphasique. Où au final, aujourd'hui, avec l'évolution de l'isolation, ça a un vrai plus de travailler avec la brumisation. Donc, avec la brumisation, on se permet d'appliquer directement sur les parois, ce qui est un petit peu contre nature pour nous, puisque généralement on nous dit d'éviter de toucher les parois pour créer des excédents de vapeur. Et cette fois-ci, on va venir toucher volontairement les parois pour pouvoir les décharger et éviter que ces parois entretiennent notre système le temps qu'on soit en train de traiter le reste de la pièce. C'est pour ça qu'on arrive à avoir, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, des baisses de température significatives et qui durent. Une fois qu'on avait fini tous ces tests, nous avions répondu un petit peu à tous les critères d'efficacité que nous voulions voir avec notre système. Donc on sait qu'elle protège nos porteurs et qu'elle protège mieux nos porteurs, peut-être sur une surface un peu moins large, mais comme je vous l'ai dit, on a une meilleure protection sur la largeur d'un couloir. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de protection lorsque je fais un feu d'appartement? On arrive à avoir une action de refroidissement plus efficace et plus large sur les fumées, mais en plus c'est une action de refroidissement qui dure beaucoup plus dans le temps, ce qui sécurise encore plus la progression des intervenants. Et on arrive à avoir un contrôle sur un feu post-flashover, et on arrive à avoir une action sur la face solide du foyer avec le même outil, pas besoin d'outils complémentaires. Se rajoutent à ces critères d'efficacité des petites nouveautés. On a travaillé sur la captation des particules. Là, ici, vous pouvez voir un feu d'hydrocarbures qui a été mené au GESIP. Et là, l'action du pompier que vous avez sur la droite n'avait pas pour but d'éteindre le feu d'hydrocarbures, mais bien de voir quelle était sa capacité à protéger du rayonnement les intervenants, mais aussi sa capacité à pouvoir alourdir nos particules et nos suies, de manière à éviter tout ce qui est pollution. Lorsque l'on a des sinistres, un petit peu comme Lubrizol, comme vous pouvez le savoir, c'est un enjeu assez important. Maintenant, tout ce qui est pollution des fumées ou autre, avec des villes à proximité. Donc là, on peut bien voir la différence entre le moment où je n'ai pas d'action de la part de mon diphasique et le moment où j'en ai. Mais cette captation des particules, qui joue justement sur le regain de visibilité dont on parlait tout à l'heure, on peut le voir aussi sur les feux que l'on a fait, les feux d'appartement. Là, vous pouvez voir vos fumées classiques, bien noires, bien chargées. Et on va avoir une action de la part de nos porteurs, voilà, juste là, pendant une dizaine de secondes. Et cette fois-ci, en termes de fumée, on a totalement lavé nos fumées, et comme vous avez pu le voir, on arrive même à voir l'intégralité de la pièce, d'où ce regain de visibilité dont on parlait tout à l'heure. Captation des particules pour les suies et les regains de visibilité, mais des travaux sont aussi en cours et ont été déjà réalisés sur les captations des particules type HAP, COV, qui deviennent une vraie problématique de nos jours. Donc ici, avec le monoxyde de carbone, en gris, vous avez les concentrations de monoxyde de carbone après extinction fait par une lance traditionnelle, et en bleu, vous avez les concentrations de monoxyde de carbone après extinction avec notre système diphasique. Vous pouvez voir qu'en termes de concentration, encore une fois, avec le diphasique, nous avons des résultats beaucoup plus efficaces. Pour les COV, et vous avez exactement la même chose, les codes couleurs n'ont pas changé. Et vous pouvez voir qu'en termes de concentration, encore une fois, nous avons des choses très intéressantes. C'est pourquoi des essais sont encore en cours sur ce type d'application avec la brumisation. L'hydroéjection, donc quelque chose de pas nouveau, l'hydroventilation vous le connaissez tous, mais c'est quelque chose que généralement on faisait à la fin de l'extinction, lors des phases de déblai, pour éjecter le reste de fumée, pour faciliter l'action des intervenants qui restaient à avoir. Se posait des fois quelques problématiques, c'était pas applicable partout, parce que en fonction de comment je me positionnais dans mon appartement, j'étais efficace ou non, en fonction de la technique du porteur, ça pouvait être totalement inefficace, et puis aussi ce que je provoquais à l'extérieur, en termes de retombées d'eau ou autre, c'était pas forcément idéal. L'hydroéjection, donc comme je vous l'ai dit, maintenant nous on le met vraiment à l'intérieur de la phase d'attaque, de manière à pouvoir faciliter
l'action sur l'environnement en éjectant toute cette énergie qu'on est venu capter, mais aussi en évitant les risques de brûlure pour les intervenants. Et quelque chose qui est fort appréciable, c'est quelle que soit la position du porteur, vous êtes efficace, de par la vitesse d'éjection de votre brumisation. Donc ici, vous avez une hydroéjection qui est faite en fin d'intervention, celle-ci. Et ce qu'on peut voir derrière, c'est qu'on est dans une pièce, alors on n'a pas mis de ventilateur derrière, donc on a une belle vitesse d'aspiration de fumée et d'éjection de fumée. Et ce qui était intéressant aussi à voir, donc là c'est la vue de l'extérieur, donc avec très peu de retombées, comme vous avez pu le voir sur le feu de pavillon tout à l'heure, très peu de retombées d'eau ou autre, vu qu'on est en brumisation, donc on éjecte vraiment que du gazeux, quasiment. Ce qui était intéressant sur la première vidéo qui était en intérieur, c'est que ce que l'on peut voir, c'est que le porteur est positionné un petit peu, voilà, il n'a pas une position fixe, ça ne nécessite pas une action sur sa tête de diffusion. Et aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on venait désenfumer les pièces qui étaient adjacentes à la pièce dans laquelle on se trouvait. Donc la vitesse est telle et le phénomène d'entraînement est tellement important avec la brumisation qu'on éjecte effectivement les fumées qui sont présentes avec nous dans notre pièce, mais on éjecte aussi ce qu'il y a dans les pièces adjacentes. Donc une efficacité encore plus accrue. Qui dit nouvel outil, dit aussi qu'il faut repenser nos modes d'action. Ici, c'était la suite des essais qu'on a pu faire sur l'hydrocarbure, mais cette fois-ci sur les fuites de gaz enflammé. Vous connaissez tous, je pense, la conduite à tenir pour accompagner un gazier pour aller fermer une vanne. Voilà celle que l'on est obligé d'adapter avec le diphasique. Vous avez ici votre gazier. Et plutôt que de l'accompagner bras dessus, bras dessous avec un jet diffusé de protection, étant donné qu'on a une portée, on a dû repenser et se mettre un petit peu en position pointe de flèche, comme vous l'avez ici. Donc avec un refroidissement et une protection accrue pour le porteur. Mais cette vidéo elle est surtout là pour vous montrer qu'effectivement, on peut se dire, et on trouve légitime, pour ceux qui travaillent sur le projet, de se dire, pas convaincu de cette brumisation, mais pas convaincu de cette brumisation parce que généralement on a tendance à s'imaginer ce que l'on fait avec une lance traditionnelle. Et là il faut bien comprendre qu'avec ce type d'outil, il va falloir repenser notre manière d'agir et notre manière de faire sur la plupart des interventions. Donc là vous avez vu la position des porteurs qui change puisqu'on a toujours de la portée, mais aussi quelque chose qu'on n'avait pas évoqué tout à l'heure, le temps d'ouverture de la brumisation. Le temps d'ouverture d'une brumisation, un temps moyen, c'est une dizaine de secondes. Et encore, entre 10 et 15 secondes, c'est une ouverture moyenne. Alors que vous savez bien que 10 à 15 secondes avec une lance traditionnelle, c'est déjà très long. Donc ça, arriver à se forcer avec les années d'habitude à travailler dans le temps, à travailler de manière posée, travailler sur le fait de laisser agir, c'est quelque chose de nouveau pour les pompiers. Les horizons futurs, puisque cette technologie nous offre beaucoup de possibilités, dont l'une, sans doute vous l'avez déjà vue, qui a été testée et qui va être menée, qui est menée essentiellement par le BMPM, c'est l'air respirable. L'air respirable que nous offre notre système. Ici, vous avez les deux porteurs qui sont plugués directement sur la lance et qui peuvent bénéficier de l'air du système pour pouvoir respirer. Donc légèreté d'utilisation. Le porteur n'a quasiment plus besoin d'équipier. Et ici, vous avez aussi une version lance-canon, parce qu'on ne va pas s'arrêter simplement à faire des moyens type ligne d'attaque. Ici, vous avez une lance-canon. C'était les premiers essais, on est sur du 500 litres minutes, avec une portée utile de, je crois, 54 mètres environ, pour 500 litres minutes. Donc plusieurs ruptures technologiques avec notre système. Un système d'extinction diphasique mobile qui est breveté avec l'État français. Et l'air respirable délivré par le système aux intervenants, qui est lui aussi breveté avec l'État français. Mais on pourrait aussi imaginer d'autres applications. Vous avez de l'air comprimé dans les étages, donc vous avez de l'énergie.
vous pouvez potentiellement percer, vous pouvez potentiellement forcer. Et tout ça reste encore à développer. Ça sera tout pour moi.